Le deuxième était le... L'actualité tout d'abord avec la Russie qui promet de mettre fin aux livraisons de gaz, peut-être dès aujourd'hui pour tous les acheteurs qui refusent de payer ce gaz en roubles. L'Allemagne et la France ont déjà dit qu'elles ne le feraient pas parce que ce serait une manière de contourner les sanctions économiques. Vous vous dites depuis des semaines qu'il faut un embargo sur le gaz russe. Par quoi est-ce qu'on le remplace? Pourquoi faut un embargo? Toujours rappeler qu'on n'est pas là pour se créer des contraintes, des difficultés, juste pour se faire plaisir. Pourquoi il faut un embargo? Parce qu'il faut arrêter les atrocités en Ukraine, il faut arrêter les crimes de guerre qui s'y déroulent tous les jours, et que cette guerre, elle est aujourd'hui financée par les ventes de gaz et de pétrole de la Russie, notamment à l'Union européenne. On est sur 700 millions de dollars par jour de recettes liées à ces ventes de gaz et de pétrole. Donc comment on fait? Toujours rappeler aux Françaises et aux Français que l'impact de l'embargo, s'il devait durer, ce serait pour l'hiver prochain. On peut parfaitement aussi déjà imaginer que l'embargo est efficace, c'est l'objectif, que le cessez-le-feu s'impose en Ukraine, que les Russes retirent leurs chars et qu'on reprenne des relations, au moins sur le gaz et le pétrole, normal. Il faut toujours rappeler le cadre. Ok pour le contexte. Par quoi vous le remplacez aujourd'hui? Question toute simple. Question toute simple. Absolument. Est-ce que la France, si vous êtes élu président de la République, achètera du gaz aux États-Unis qui est du gaz de schiste? Non. Les États-Unis, non. Non. Bah c'est clair. Alors, on met en place un acheteur européen unique. Vous savez que ça fait des semaines que je fais cette proposition. La Commission est en train d'y travailler pour faire comme les vaccins, qu'il n'y ait pas de concurrence, de compétition entre les États membres, qu'on ait un acheteur unique de gaz et qu'on renforce nos liens avec la Norvège, avec l'Algérie. La Norvège a déjà dit qu'elle n'en fournirait pas plus. Avec la Norvège, oui, mais on est dans ce moment-là où on construit. On organise la solidarité au sein de l'Union européenne. C'est essentiel parce qu'il y a effectivement des pays qui sont plus exposés que d'autres. Et on essaye à la fois d'ouvrir notre approvisionnement et évidemment on agit pour substituer le gaz quand c'est possible et pour l'économiser quand c'est possible. Quand je propose depuis au moins 2 mois, on le propose depuis 20 ans, mais quand je propose dans cette situation de réunir autour de la table dans chaque pays tous les acteurs du bâtiment pour prioriser tous les travaux de rénovation des bâtiments, dans les logements comme dans les bâtiments publics, sur les bâtiments qui consomment le plus de gaz et qui sont des passoires énergétiques. Comme vous l'avez dit, chose. Si on est en pénurie de gaz, c'est l'hiver prochain, donc c'est demain en fait. On est demain. Mais on n'a pas le temps de tout rénover. Non, on va pas tout rénover. Mais l'objectif, c'est d'économiser 10% de notre gaz. Hein. Attention, c'est d'économiser 10% de notre gaz. Plus. Faut pas faire le peur double. aux Français. Non, il y a encore des experts. 18% il y a encore des le gaz experts russe. qui, encore ce matin, disaient 10%. Le gaz russe, c'est 18% de notre consommation. Si on n'en a plus, il faut donc remplacer les 18%. Comme en économie ou en remplacement. Comme le réaménagement de nos approvisionnements, au fond, faut économiser 10%. C'est pas rien, mais c'est 10%. Donc, on priorise les travaux de rénovation. Deuxièmement, et c'est ce que je propose, évidemment, on a aujourd'hui en file d'attente des projets d'énergie renouvelable dans notre pays pour le gaz qui sert à produire de l'électricité. On a l'équivalent de 30% de substitution du gaz russe par des projets qui sont déjà validés et qui attendent simplement la signature. C'est du photovoltaïque. Mettons du photovoltaïque sur tous les parkings, sur les grandes surfaces, sur les écoles. Et si enfin les préfets signent ces projets, qu'on les met en place rapidement, on remplace 30% du gaz utile pour l'électricité. Dans 6 mois, c'est OK. Si on prend la décision, si vous êtes élu, vous prenez la décision, c'est OK dans 6 mois. Exactement. Et puis, il y aura peut-être, que ce soit parce que c'est le gaz et le pétrole sur lequel on veut faire l'embargo, il peut y avoir des mesures d'économie ou des mesures de comportement. Les mesures de comportement. Alors, moi, Yannick Jadot, soit vous donnez tout votre programme pendant 20 minutes. Je réponds à cette crise-là. On avait des questions très précises, si vous le permettez, sur les mesures d'économie. Alors justement, j'enchaîne sur les mesures de comportement pour faire des économies en termes de carburant, par exemple. Qu'est-ce que vous dites aux Français? Il faut moins se déplacer, moins utiliser la voiture?
Comment vous faites ? Je dis que je mets en place les transports en commun gratuits pour les transports locaux, les TER, les bus. On met ça gratuit pendant 6 mois, compensé par l'État. Pour que celles et ceux... Gratuit, ça c'est nouveau dans votre programme ? C'est une mesure d'urgence. Oui, c'était pas dans votre programme. Non, tout à fait. Mais là, transport public gratuit partout dans toute la France. Exactement. Les TER, les transports du locaux, quotidien, pas les TGV, les TER, les transports locaux gratuits compensés par l'État pour favoriser les transports collectifs quand on peut utiliser des transports collectifs. Semaine comme week-end, il n'y a pas d'horaire. Absolument. On met en place ces transports. Deuxièmement, vous le savez que je porte un grand plan sur le covoiturage parce qu'il y a 43% des Françaises et des Français qui n'ont pas d'alternative à la voiture. C'est considérable. Je viens de Picardie, c'est le cas dans pas mal de coins en Picardie et ailleurs. Pour ça, à la fois, il y a la prise en charge par l'entreprise des frais de carburant, mais souvent le problème du covoiturage, c'est l'organisation des flux, c'est la logistique. Eh bien, vous avez des exemples aujourd'hui à Bourgoin-Jallieu, dans d'autres villes, où en fait on met en place des lignes régulières de covoiturage. Vous arrivez sur votre parking covoiturage, vous attendez maximum 10 minutes en utilisant une appli, et il y a quelqu'un qui va vous emmener jusqu'à votre destination. C'est le bénéfice. C'est possible dans les petites communes rurales dont les habitants doivent faire des kilomètres pour se rendre dans les grandes villes. Bien sûr. La question, c'est l'organisation des flux, notamment à travers des applis qui permettent, vous avez un déplacement, et rapidement, vous vous organisez pour faire du covoiturage. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est évidemment bon pour la réduction de nos importations de carburant. Et puis, il peut y avoir des réductions de vitesse. Si à un moment donné... Vous aviez émis l'hypothèse pendant la campagne de réduire la vitesse sur autoroute. Vous le ferez ou pas ? Imaginons, c'est pas dans mon programme aujourd'hui, mais que pour supporter la réduction des importations ou l'embargo des importations de pétrole, il faut réduire pendant quelques mois de 10 km/h la vitesse. De manière provisoire. Franchement, vu ce que prennent les Ukrainiennes et les Ukrainiens, les bombes qu'ils prennent sur la tête, je pense que c'est une contribution que les Françaises et les Français peuvent faire. Yannick Jadot, c'est à partir d'aujourd'hui que les automobilistes peuvent bénéficier de la baisse de 18 centimes par litre à la pompe. Si vous arrivez à l'Élysée dans un mois, est-ce que vous maintiendrez cette disposition ? Non, parce que je la trouve injuste. Je la trouve injuste parce que une caissière, une infirmière, un enseignant qui a une 308, une Clio, avec cette mesure, quand il va faire le plein, ça va être 6-7 euros sur son plein. Quelqu'un qui a un gros 4x4, ça va être 10, 12, 15 euros sur son plein. Donc en fait, première mesure, ce sera d'augmenter les prix du carburant. Non, mais non. Si vous dites je supprime la baisse, ça veut dire j'y arrive. Donc cette mesure, je la considère, elle est injuste. Moi, ce que je mettrai en place, c'est premièrement la TIPP flottante. On remet en place la TIPP flottante, c'est-à-dire qu'en fait, en fixant un maximum à 1,80 € le prix de l'essence, et on baisse les taxes quand ça va au-delà. Avec le même inconvénient que la mesure que vous dénoncez, Yannick Jadot, c'est qu'elle profite davantage aux 4x4 qu'aux petites voitures. Troisièmement, je fais le chèque énergie de 400 € qui, au regard de la situation, bénéficiera à tous les familles dont les revenus sont non imposables. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui... C'est-à-dire la moitié des Français à peu près. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, vous avez toute une partie de la population qui est très impactée par la hausse des carburants, très impactés dans leur capacité à se déplacer, très impactés dans leur capacité à se chauffer, à s'éclairer et dans leur capacité à s'alimenter. Mais c'est un chèque énergie de 400 €, mais une fois ? Ah là, aujourd'hui, on le met en place une fois. Si Parce qu'il existe déjà le chèque énergie aujourd'hui, c'est entre 50 et 277 €. Moi, je veux 277 € maximum. Je veux 400 € pour aujourd'hui les familles qui sont non imposées. Et vous voyez, mon projet, il est à la fois de compenser les hausses des prix des carburants, les hausses des prix des chauffages, et de faire aussi de la justice sociale, en n'oubliant jamais qu'on a à la fois à résoudre la question de la hausse des carburants, la question de nos dépendances aux énergies fossiles et la question du climat. Parce que quand j'entends
le gouvernement ou un certain nombre de candidats, au fond, qui veulent revenir à la situation intérieure empire, en allant par exemple chercher du gaz de schiste, en voulant s'affranchir des contraintes environnementales sur l'agriculture. C'est le monde d'avant, empire, qui nous créera encore plus de problèmes après. Si à un moment donné, c'est ça la force du projet écologiste, c'est d'anticiper, c'est d'isoler les logements, ce qui n'a jamais été vraiment fait. Justement. C'est de favoriser les transports en commun, l'écovoiturage, la voiture électrique, ce qui n'a jamais été fait. C'est de déployer les énergies renouvelables, ce qui n'a pas suffisamment été fait. Il y a un autre outil, voilà, Yannick Jadot, dans votre programme pour l'environnement et pour la justice sociale, c'est l'ISF climatique. Un impôt sur la fortune qui toucherait tous les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros, qui est censé rapporter beaucoup d'argent, 15 milliards d'euros par an. Question toute simple, il est censé taxer ce qui n'est pas bon pour la planète. Si j'ai un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros et que j'achète massivement des actions, Renault, par exemple, qui est un constructeur qui pollue, parce qu'il a des voitures avec des moteurs thermiques et qui en même temps promettent de se mettre au tout électrique bientôt. Vous me taxez ou pas ? On intégrera, il faudra mettre en place une taxonomie. Ouais. C'est-à-dire, au fond, évaluer les patrimoines financiers. Qui va financiers. évaluer ça ? Chaque action, chaque patrimoine ? Non, vous savez, et les banques et les entreprises comme Renault, aujourd'hui, ont l'obligation de fournir une feuille de route de réduction de leur empreinte carbone. C'est sur cette base-là et sur la réalisation de cette feuille de route qu'on taxera, qu'on mettra un malus ou pas. Dans le cas de Renault, on taxe ou pas ? Quand Renault va vers la décarbonation de son parc automobile à 2030, ce qui est mon objectif pour notre pays, pour les véhicules neufs, on regardera et a priori on taxera pas. Mais si on prend l'exemple de Total, on prend Total, Total développe les énergies renouvelables aussi. Ah bon ? Bah oui. Ah bon ? Attendez, c'est peanuts. Enfin, faut arrêter. Là, franchement, la com de Total, je dois dire que là, moi, je suis arrivé à un point de colère face à l'indécence de Total depuis des mois, depuis des années, qui est quand même incroyable. On a même l'Agence internationale à l'énergie qui dit pour le climat, il ne faut plus aller chercher une toute nouvelle goutte de pétrole. Vous avez Total qui, pendant des années et des mois, a été complice de la dictature en Birmanie. Et là, vous voyez que Total fait des efforts sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'on taxe ou pas ? C'est de la blague. C'est rien par rapport à ce qu'ils investissent dans les énergies fossiles. Le sujet, c'est pas d'en faire un peu. Le sujet, c'est qu'un grand groupe comme Total doit porter, y compris parce que Total a des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs d'une grande qualité qui pourraient emmener notre pays dans la transition énergétique. Et qu'est-ce que fait Total ? C'est pas suffisant, là. Attendez, ils sont en train, en Ouganda, ils sont en train d'installer un pipeline pétrole dans une réserve naturelle très protégée. Ils déplacent 30 000 personnes. Total, qui, je l'ai dit, est toujours en Russie, à la différence de toutes les autres majors internationales encore partis, du pétrole. Ils l'ont annoncé, mais dans les faits, ils sont encore. Mais nous, et qui est, au fond, je l'ai dit, complice de crimes de guerre, dans la mesure où Total a des partenaires qui sont très proches de Poutine et dont certains dirigeants sont sous sanctions internationales. Et moi, je ne peux que répéter ma demande à Emmanuel Macron, qui a en permanence, à chaque fois qu'il était responsable, ministre de l'économie, président de la République, a favorisé les activités gaz, pétrole de Total en Russie. Je lui demande, au nom des Ukrainiennes et des Ukrainiens, de notre indépendance énergétique et au nom du climat, de demander à Total de sortir de Russie. Yannick Jadot, vous dites, si je suis élu à l'Élysée, l'une des premières mesures que je prendrai, c'est une loi de séparation des lobbies et de l'État. C'est quoi un lobby ? Un lobby aujourd'hui, c'est un groupe constitué pour défendre son intérêt. Est-ce que le MEDEF est un lobby ? Bien sûr. Oui. Est-ce que Greenpeace est un lobby ? Mais d'une certaine façon, oui. Mais donc, la question... on interdit Greenpeace ? Non. On interdit le MEDEF ? Là, c'est pas ce que j'ai dit en fait. Une loi de séparation des lobbies et de l'État, c'est protéger les politiques publiques de l'influence des lobbies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que qu'un groupe économique ou qu'une association porte des revendications, et je fais quand même la différence, pardonnez-moi, entre l'intérêt des actionnaires que peuvent représenter certains groupes économiques, certains lobbies, et l'intérêt général que peut porter Greenpeace de protection de l'environnement. Mais ce sont des groupes qui portent
auprès de la décision publique des idées, des revendications, des propositions. La séparation, qu'est-ce qu'ils n'auront plus le droit de faire? Oui. C'est transparence absolue sur les processus de décision. Toute loi, toute personne impliquée dans l'élaboration d'une loi doit avoir la transparence absolue sur ses rendez-vous. C'est déjà ce que nous faisons C'est-à-dire on doit au Parlement savoir européen. Quand un député rencontre Bien sûr. un membre de Greenpeace ou un membre du MEDEF, pour reprendre ces Bien sûr, exemples. bien sûr. Ça doit être transparent. On doit savoir ce qu'ils se sont dit également. Ah, écoutez, non. On doit juste savoir si vous voulez, là, on va qu'ils pas sont enregistrer croisés, les ouais. conversations. Mais il faut qu'il y ait transparence absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la fin des pantouflages et rétro-pantouflages. C'est quoi, les pantouflages? C'est quand, par exemple, le conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et ministre des Armées, devient directeur des affaires publiques de Total. C'est-à-dire qu'au fond, mais la question est de savoir, Yannick Jadot, si vous mettez tous les lobbies, comme vous dites, au même niveau. Est-ce que vous mettez au même niveau la FNSEA, le MEDEF, le L214, par exemple? Est-ce qu'il y a des mauvais ou des bons lobbies? Oui. Non, la question là, c'est pas de qualifier les lobbies. Bah la si, question, puisque vous voulez les encadrer, il faut savoir ce qu'est un lobby, ce qu'il n'y en a pas un. Oui, mais là l'enjeu, c'est de protéger les politiques publiques. Quand, par exemple, vous avez François Fillon, Premier ministre, combien de fois ministre, qui va au conseil d'administration d'un groupe russe, vous voyez bien que c'est l'intérêt. Ça s'appelle du pantouflage. Mais c'est a posteriori, il est en fonction. Bien sûr. Mais comment vous interdisez à un ancien homme politique qui a pris sa retraite d'aller travailler pour un groupe étranger, quel que soit ce que vous pensez d'ailleurs de ce groupe? Il faut une loi pour ça, on va lui interdire. Mais il y a déjà des lois. Au nom de quoi? Au nom de l'intérêt supérieur de la nation? Bien sûr. Oui. Au nom de la protection des politiques publiques, au nom de protection de l'intérêt général. Quand en ce moment, vous avez je ne sais pas combien de membres des cabinets ministériels qui se sont fait leur répertoire, leur réseau, et qui vont vendre ça à des groupes privés en disant, comme je connais tout le monde dans l'administration, quand j'arriverai dans votre groupe privé, eh ben, je défendrai votre intérêt dans l'administration, c'est inacceptable. Parce qu'au fond, on a vu avec ce quinquennat, jamais un quinquennat n'a été aussi gangréné par les lobbies. Vous avez même un patron d'une fédé de chasse qui annonce le programme du président sortant Emmanuel Macron avant même qu'il le fasse, en appelant à voter pour lui, en revendiquant qu'à chaque fois qu'il interpellait Emmanuel Macron a fait plier ses ministres, et notamment les ministres de l'écologie. Et quand vous avez McKinsey qui est venu avec sa logique managériale d'entreprise du secteur privé pour régler nos problèmes d'hôpitaux... On va en parler dans un instant de McKinsey, puisque c'est devenu l'un des thèmes de la campagne. Il nous faut une loi de séparation des lobbies et de l'État. On en parle dans un instant, dans notre pays. Ceux qui doivent gouverner sont les élus au nom du peuple. Ce ne sont pas des représentants des VRP, des lobbies qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. On parlait de l'influence des cabinets privés, Yannick Jadot, et notamment du cabinet McKinsey. Dans le journal L'Opinion, vous l'avez lu ce matin ? Non. Non, on apprend que votre porte-parole, Delphine Batho, qui fait donc campagne à vos côtés, a dépensé 70 millions d'euros en cabinet de conseil. Elle le conteste totalement. Elle le rejette totalement. Et d'ailleurs, l'administration... Ah ben donc vous l'avez lu en fait ? Non. J'ai eu Delphine Batho. D'accord. Alors je termine simplement. L'Opinion affirme qu'elle a dépensé 68 millions d'euros en cabinet de conseil lorsqu'elle était ministre de l'écologie pendant un peu plus d'un an. Ce sont des chiffres qui sont faux. Oui, elle le conteste totalement parce qu'y compris l'administration est bien en peine parce qu'on n'avait pas de règles d'ailleurs qu'elle avait demandé justement sur la comptabilité du travail des cabinets de conseil avant 2015. Elle n'a donc jamais fait appel à des cabinets privés. Écoutez, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Et connaissant Delphine Batho et sa rigueur absolue sur justement l'ingérence des lobbies et des cabinets privés dans la décision publique, je peux sacrément la croire, je peux vous le dire. Bon, on entend votre démenti. Si c'était pas le cas, ça changerait quoi ? Quand vous savez, Delphine Batho est quelqu'un d'extrêmement rigoureux du point de vue de ce type de relation. Vous savez combien elle porte depuis des années justement l'expulsion des lobbies de la décision publique parce qu'elle a eu à les subir en permanence. Un lobby, c'est un cabinet de conseil. Parfois, on fait appel, vous le savez, à des cabinets de conseil pour rénover son système informatique. C'est pas à proprement parler dans tous les cas de figure un lobby. Oui, mais là, vous voyez que non, mais vous avez raison. Mais là, vous voyez bien que la question de McKinsey, c'est pas simplement on fait appel à un cabinet de conseil pour organiser la protection de ses ordinateurs. Vous voyez bien que là, ils sont de fait
Et c'est encore les articles qui le disent, les enquêtes journalistiques qui le font. Heureusement que les journalistes travaillent. Merci à vous. Vous les interdisez, les cabinets. À quel point McKinsey a été lié à la campagne d'Emmanuel Macron. Quand il était ministre de l'économie, il travaillait comme par hasard, gratuitement, pour lui, et ils n'ont jamais été autant récompensés dans ce quinquennat que de ce travail. Dit que les appels d'offres ont été respectés, ont été faits dans les règles. Mais oui, et bien évidemment, parce qu'on a vu aussi dans ce quinquennat comment, au fond, je parlais du pantouflage comme du rétro-pantouflage, c'est-à-dire ces gens qui vont dans le privé, qui reviennent dans le public, combien aujourd'hui la haute autorité sur la transparence de la vie publique est en permanence contournée justement sur ces personnes de la fonction publique, ces élus qui passent dans le privé. Maintenant, ce sont les supérieurs et c'est plus systématiquement la haute autorité de la vie publique. Donc, vous avez eu l'organisation dans ce quinquennat de la collusion avec les cabinets de conseil. Pourquoi c'est grave? Pas parce que, encore une fois, de temps en temps, on fait appel à des consultants. C'est parce que McKinsey, comme le président Macron, ils ont été pour les services publics adeptes, obsédés par une vision d'entreprise des services publics. C'est comme ça qu'on a mis notre hôpital à genoux. Ça n'a pas commencé avec Macron, hein. Ça a commencé avec Sarkozy et avec Hollande. Ils ont fait la même chose sur l'école. Ils ont fait en permanence l'idée que les services publics, ça n'était qu'un coût, une dépense qu'il fallait réduire et non pas un bénéfice extraordinaire. Yannick Jadot, une question sur votre programme sécurité. Vous souhaitez mettre en place des récipicés pour les contrôles d'identité. Ouais. Les récipicés, ça a déjà été évoqué sous le quinquennat Hollande, justement. Il l'a pas fait. Et ça a provoqué la colère des syndicats de police, car ça la stigmatise comme étant une police raciste. Non, c'est ce que disait Alliance. C'est pour ça qu'ils font sortir. C'est pour ça qu'ils font sortir. Vous savez, moi, je veux apaiser la relation entre la police et la société. Vous savez, quand je parle avec des policières et des policiers et leurs représentants syndicaux, qu'est-ce qu'ils me disent en permanence? On a perdu le sens de notre mission, ce pourquoi on s'engageait, parce qu'on nous fait faire tout et n'importe quoi. On n'est pas sur la voie publique, on aimerait être sur la voie publique. Mais là, et quand on nous envoie sur la voie publique, c'est pour faire de la politique du chiffre. C'est pas pour faire de la prévention, c'est pas pour faire de l'enquête, c'est pas pour arrêter les délinquants. On nous envoie pour faire de la politique du chiffre. Et le contrôle d'identité est un des aspects de la politique du chiffre. Vous savez que le défenseur des droits a dit lui-même, si vous êtes arabe, noir, vous avez 5 fois plus de risques d'être contrôlé. Ça choque et c'est indigne pour toute une partie, notamment de notre jeunesse. Alors oui, on peut avoir à contrôler des personnes, mais on le fait avec un récipicé qui dit pourquoi on a voulu contrôler ces personnes et que les jeunes, notamment, soient pas contrôlés parfois 3-4 fois dans la même journée. Dernière question, Yannick Jadot, si vous voulez bien. Jean-Luc Mélenchon, 15 points aujourd'hui dans les sondages, aux portes du second tour. Est-ce que son élection serait, oui ou non, une bonne chose pour la France? Mais oui ou non? Non. Non, c'est pas non, mais c'est pas le sujet. Non. Franchement, est-ce que l'élection de Jean-Luc Mélenchon serait une bonne chose pour la France? Non, c'est l'écologie qui serait une bonne chose pour la France. Il a un programme écologique, c'est ce qu'il dit lui aussi. Mais non, attendez. Franchement, on a eu une campagne confisquée de fait par une guerre en Ukraine qui évidemment sidère tout le monde et a un peu écrasé cette campagne présidentielle. On a un président de la République qui est tellement fébrile sur son bilan qu'il ne veut pas débattre. Et on nous fait déjà, on n'est pas encore au premier tour, on nous fait déjà le second tour. 25 secondes sur 25 minutes, Yannick Jadot. 25 secondes sur 25 minutes. Moi, j'ai envie de parler du premier tour. Bon, pourquoi faut voter écologiste? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la météo, elle est totalement fracassée par le dérèglement climatique. Parce que j'étais sur les algues vertes, j'étais encore cette semaine sur les déserts médicaux, parce que j'étais hier sur la pollution de l'air. On va parler de tout ça, on va continuer d'en parler. Parce que c'est ça le vote. Le seul vote pour sauver notre avenir, c'est le vote écologiste. Et c'est à ça que les Françaises et les Français doivent s'emparer de cette élection. Ils doivent savoir pourquoi ils votent et notamment ce qui est essentiel à leur vie.